Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Maude Grenier. Salut Maude, comment vas-tu ? Écoute, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Mais je suis ravie que tu sois là aussi. Alors Maude, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, toi tu es experte et entrepreneuse RH engagée. Tu as lancé 2 projets il n'y a pas très longtemps. Le premier c'est Arboria, qui est un projet où en fait tu vas aider le peuple RH, les personnes RH à bâtir la nouvelle référence de la sphère RH engagée. Donc accompagner les entreprises finalement sur les enjeux RH de demain. Et ton autre projet qui s'appelle World Makers, qui a été créé, si je ne me trompe pas, suite à une introspection que tu as fait l'année dernière sur l'impact que tu avais envie d'avoir sur le monde. Et ça, on va en parler juste après puisque c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ma première question pour toi, Maude, c'est comment est-ce que toi, tu te démarques des autres ? Puisque c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui sur le plateau de Work in Process. Écoute, tu as bien défini en tout cas les différents projets sur lesquels je me suis engagée. Alors, se démarquer des autres, des fois, c'est un grand mot qui est utilisé un peu en marketing. Mais moi qui viens des RH, tu vois, c'était pas forcément quelque chose dont j'avais connaissance. Et donc, c'est vrai que je me suis énormément renseignée en fait sur comment devenir remarquable, comment en fait faire différemment que les concurrents, par exemple. Et donc, pour moi aujourd'hui, ce qui est clé, c'est vraiment comme tu l'as dit, moi j'ai fait vraiment une introspection et ça va être vraiment en fait comment embarquer en fait les personnes, tes clients, dans une vision plus que d'aller acheter des produits. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu le principe que décrit Simon Sinek quand il parle du Golden Circle. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup, c'est un principe qui dit on part du why, c'est-à-dire du pourquoi, la raison d'être, la croyance qu'on a qui nous motive. Ensuite, on va aller vers du how, du comment on fait les choses, et ensuite du what, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu te bases sur ce principe-là finalement pour ce travail que tu as fait l'année dernière sur ton introspection Alors, le cercle d'or, je le trouve très bien pour la partie entreprise. Je trouve que c'est un bon moyen pour les entreprises de bien définir en effet leur why, how et what, donc tout ce que tu viens de déterminer. Je trouve pour les individus, je trouve que ça se porte pas forcément si bien. Moi, j'ai adoré ces 2 choses. Il y a l'ikigai. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment une introspection avec un ikigai, mais aussi en PNL. C'est exactement ces 2 outils que j'ai utilisés pour aller faire mon introspection. Et moi, je préfère plutôt le livre Comment devenir une vache pauvre. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Seth Godin. Moi, je préfère plutôt Seth Godin que Simon Sinek. Après, c'est des préférences d'écriture. Et en fait, il raconte vraiment, lui, tu vois, et je trouve que ça se porte vraiment plutôt à l'individu, Seth Godin, que l'entreprise. C'est un jour, en plus, je pense que c'est vraiment vrai. Il s'est promené en fait en campagne en France et il regardait en fait un champ de vaches et il voyait en fait des vaches de la même couleur et il se disait waouh, s'il y avait en fait une vache pourpre tout de suite en fait ça va attirer mon œil et elle va se démarquer des autres. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie, en tout cas, moi, de me dire, des consultants, des entrepreneurs, notamment dans le monde des RH, il y en a pas mal, tu vois. Et donc, c'était de me dire, déjà, quel est l'impact que j'ai envie d'avoir sur le monde? Et de 2, c'est comment je vais arriver à me démarquer, en tout cas, des autres, des concurrents ou d'aller attirer, tu vois, l'œil des clients. Donc voilà un petit peu, on va dire l'essence même de ce que j'ai pu, en tout cas moi, avoir comme réflexion l'année dernière.
C'est génial. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu fasses la distinction justement entre entreprise et individu. Comme ça, les personnes qui nous écoutent en fonction de qui elles sont, elles pourront avoir les deux techniques. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur l'ikigai parce que tu en as parlé Ouais. rapidement tout à l'heure. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Exactement. Donc l'ikigai, c'est une terminologie en fait qui vient du Japon, tout simplement. Donc iki qui veut dire vie, gai qui veut dire résultat, et donc l'ikigai c'est vraiment le résultat d'une vie. Donc voilà, c'est l'objectif. Donc je vais pas peut-être rappeler l'histoire, mais voilà, ça vient d'une archipel Okinawa où on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient très longtemps, et donc on s'est posé la question mais pourquoi? Et en fait voilà, on s'est rendu compte qu'ils avaient une philosophie de vie et une entraide qui faisait que ils vivaient longtemps. Et puis c'était, je crois, dans les années 1970, il y a énormément de livres qui ont été publiés au Japon sur la façon de trouver son ikigai, mais c'est vraiment que depuis je pense une vingtaine d'années que en tout cas on en parle de plus en plus et notamment ça vient en tout cas le diagramme que l'on connaît aujourd'hui de l'ikigai, ça vient de Mark Vine. Tu vois, c'était en 2014 sur un blog. Il a imaginé en tout cas ces quatre cercles et au milieu, tu vois, l'ikigai. Et donc, voilà, le premier cercle, c'est vraiment ce qui correspond à ce qu'on aime. Le deuxième, c'est pourquoi nous sommes doués. Troisième, c'est ce dont le monde a besoin. Et le quatrième, c'est pourquoi nous sommes payés. Et je trouve qu'en tout cas, ça se reprête très bien en fait à l'individu. Donc après, c'est des exercices à faire. Derrière, il y a un travail au niveau des intersections. C'est ça qui est aussi important. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment trouver son ikigai, donc qui se forme de trois façons, qui est l'intention qu'on veut avoir pour le monde, le verbe d'action et la mission. Et ça te permet de trouver ton ikigai. Et moi, ça m'a permis, et je vais te donner mon ikigai. Donc, tu vois, moi, c'est vraiment d'aller accompagner, en tout cas, les individus dans leur liberté, dans leur rêve, pardon, d'indépendance grâce à l'entrepreneuriat. Et quand tu vois, j'ai fait tous les exercices et j'ai trouvé cette phrase, je me suis dit, ah ben, ça y est, c'est ça en fait ma mission. J'ai envie, en tout cas, d'aider les autres à devenir libres, indépendants grâce à l'entrepreneuriat. Et tout de suite, ça a fait tilt et je me suis dit, ben voilà, j'ai mon ikigai, j'ai ma mission de vie, en tout cas pour les prochaines années. Un ikigai peut aussi évoluer dans le temps, et c'est ça c'est ça en tout cas qui aujourd'hui sur laquelle je dois vraiment me concentrer. Génial. Merci beaucoup pour ton explication sur l'ikigai. Moi, j'ai l'impression que finalement, c'est une sorte de parcours découverte, une sorte d'exploration pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et j'entends aussi derrière ton discours la notion d'impact qui est très importante parce que on peut vouloir avoir de l'impact sur sa propre vie, ce qui est déjà pas mal en soi, mais surtout, c'est si on fait partie d'un collectif, d'une société, qu'est-ce qu'on veut amener aux autres. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très important pour toi. Exactement, en fait, je me suis rendu compte, et je pense que c'est d'où l'importance de faire cet exercice-là. C'est en fait finalement depuis des années, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cette envie, en tout cas, d'aller aider les autres et d'avoir un impact fort, en tout cas, dans le monde. Et donc c'est voilà, c'est quelque chose qui me correspond en tout cas en tant que personne, qui me fait vivre, et c'est pourquoi j'ai envie en tout cas d'avancer dans le monde. Et ces deux projets-là, en fait, Arboria et donc World Makers, en fait, sont les résultats, en tout cas, de cette introspection. Arboria, comme tu l'as dit, c'est créer un collectif pour, en effet, accompagner les entreprises, mais aussi eux-mêmes dans la nouvelle, on va dire, nouvelle organisation, en tout cas, du travail. Le travail change, les sociétés changent aujourd'hui, et donc l'objectif, c'est d'aller accompagner ces entreprises-là. Donc, il y a un impact fort pour aller changer la vision dont on a aujourd'hui du travail, et accompagner les entreprises à agir en tant que telles. Et de deux, tu vois, c'est World Makers. Et World Makers, c'est vraiment ça, c'est d'aller aider en tout cas potentiellement les salariés ou autres, principalement du monde RH, à se lancer à leur compte, à devenir indépendants financièrement, émotionnellement, et derrière de les accompagner à créer voilà, un business qui va aller au service de leur vie et pas l'inverse. Et donc ça, tu vois, ça m'anime vraiment. Et derrière, donc voilà, et derrière, c'est créer un petit peu ton histoire, mettre en, tu vois, moi j'ai aussi défini mes valeurs.
quelles sont aussi les valeurs que j'ai envie de défendre. Et derrière, c'est OK, comment je vais arriver à me démarquer en tout cas des autres. Et donc là, tu vois, tu as plein de possibilités. Tu peux avoir notamment le design, tu vois, et de se dire, mais voilà, je pense que le design aujourd'hui, on est un peu dans l'ère de la personnalité, l'ère voilà de l'attention, et donc le design est vraiment important. Et donc c'est de se dire, voilà, comment, c'est vraiment trouver des façons pour rendre en tout cas l'histoire et les produits attrayants au reste du monde. Je te rejoins totalement. C'est vrai que quand on consomme un contenu, une prestation, un produit, maintenant on s'attache beaucoup plus à son origine. Pourquoi ce produit, ce service, ce contenu a été créé? Qu'est-ce qui se cache derrière finalement? Et c'est, à mon avis, aussi pour ça qu'on devient parfois fan de certaines marques, qu'elles soient personnelles ou pas. Et moi, j'avais une question à te poser qui, je pense, peut être hyper intéressante, c'est en quoi, pour toi, c'est important au jour d'aujourd'hui d'être remarquable et remarqué? Mais c'est vrai que tu peux faire un exercice, tu vois, sur LinkedIn, tu peux prendre trois personnes, en tout cas, d'un même secteur d'activité, et tu vas pouvoir voir, en tout cas, les différences, et tu vas potentiellement avoir un qui va te titiller l'œil parce que il a réussi, en tout cas, ou elle a réussi avec son message, son design, à, en tout cas, attirer, en tout cas, ton intérêt. En tout cas, pour nous, en tant que clients, ça raconte une histoire. On a envie de faire part d'une communauté, et je pense que les communautés aujourd'hui sont vraiment quelque chose d'assez fort. Et tu peux voir avec des youtubeurs ou des youtubeuses aujourd'hui qui arrivent à réunir, comme Lena Situation par exemple, qui arrivent à réunir des millions de personnes derrière son plus égale plus, par exemple. Et je trouve ça génial que la génération aussi crée un storytelling. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment important de vraiment se démarquer et de créer une histoire autour de ces produits, puisque c'est comme ça qu'on va viser le long terme, qu'on va en tout cas arriver aussi au niveau de son chiffre d'affaires à vendre plus, in fine, parce que derrière, on a vraiment travaillé en tout cas son histoire, son image, et les résultats en tout cas en seront que positifs. C'est aussi un moyen, éventuellement, si ça fait partie de vos stratégies, de vos objectifs, vous qui écoutez, c'est aussi un moyen de trouver des bons partenariats, des bonnes collaborations. Et je sais que cette phrase va plaire énormément à Caroline Mignot, qui probablement nous écoute. Le fait de définir ses valeurs, son why, pourquoi on se bat en fait, au sens littéral du terme, ça permet de rassembler des personnes qui nous ressemblent et donc de créer potentiellement des collaborations intéressantes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout à fait. En effet, je pense que c'est un bon, en tout cas, c'est un bon point que tu abordes. Et donc aujourd'hui, voilà, les gens ont envie, avec l'ère un petit peu du digital, ont aussi envie de se retrouver. Surtout dans l'entrepreneuriat, on peut vite, rapidement être seul et tout de suite avoir un ou une créatrice ou une entrepreneur, un ou une entrepreneuse qui a travaillé en tout cas cette image, ses valeurs, etc. Tout de suite, on va avoir un sentiment d'appartenance et on va être plus à même en tout cas à découvrir en tout cas ses contenus, acheter ses produits, participer et accompagner dans son aventure qu'une personne qui finalement, et tu le vois aussi très bien sur LinkedIn, je vais vous faire gagner 100 000 euros par mois. Où est la vision, où est l'histoire, comment tu m'embarques, et donc ça reste très très factuel. Et moi je trouve qu'aller raconter des histoires et des histoires, voilà, une histoire qui en tout cas qui a du sens, et un message bien plus puissant que de te dire bon allez, je vais te faire gagner 100 000 euros. Et donc c'est d'où l'importance en fait de se détacher du pourquoi, du quoi et du comment, et de vraiment travailler ce pourquoi. Et tu vois, si je reprends un petit peu l'exemple de l'ikigai, en fait, il faut vraiment faire la différence entre l'ikigai et l'objectif, tu vois. Par exemple, gagner 1 million d'euros, c'est un objectif. L'ikigai, ça peut être, par exemple, vivre dans l'abondance et dans la générosité, tu vois. Donc, on sent la différence. Se marier, tu vois, c'est un objectif. Vivre dans l'amour est un ikigai. Et la façon, tu vois, dont c'est perçu, emmène plus, en tout cas, d'inspiration et de réalisation par la suite. Ouais, j'ai l'impression en fait que l'ikigai, c'est quelque part définir un peu sa mission de vie
et qu'il y a une infinité de possibilités de réaliser sa mission de vie. Comme tu disais, par exemple, pour la relation de couple, vivre dans l'amour, il y a plein de façons de le vivre. On peut le vivre en couple, mais on peut le vivre aussi avec soi-même. Se donner de l'amour à soi-même, c'est déjà pas mal. Exactement. Et tu vois, j'ai un autre exemple, c'est aussi, tu vois, l'ikigai, ça va être sensibiliser au développement durable. C'est un ikigai. L'objectif, ce serait avoir des milliers de vues sur une chaîne YouTube, sur l'écologie, tu vois. Et donc, c'est important de pas confondre l'ikigai, sa mission de vie, son pourquoi, avec les objectifs. Et c'est vraiment aller délivrer le message de la mission en avant, en amont, tu vois, que d'aller tout de suite, voilà, comme je t'ai dit, je vais vous faire gagner 100 000 euros par mois ou 100 000 euros par an. On est tout de suite dans le quoi et le comment. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans cette ère de la personnalité, dans cette ère de l'attention, c'est vraiment important d'aller, en tout cas, raconter une histoire avec laquelle on va pouvoir aussi s'identifier et créer un sentiment d'appartenance chez les autres. C'est vrai que le principe des collectifs, des communautés est en plein essor. Je pense qu'il va l'être de plus en plus. On en parlait avec Flavie il n'y a pas très très longtemps dans un autre épisode de Working Process. Et justement, la question que j'ai envie de te poser maintenant, Maud, c'est au niveau de l'ikigai. Est-ce que, selon toi, c'est mieux de le travailler seul, puisqu'il y a quand même pas mal de ressources maintenant, des livres, des articles de blog, des contenus, ou est-ce que, à ton avis, c'est mieux de le faire en étant accompagné, soit en individuel, soit en collectif? Moi, j'étais assez avancée. Je suis quelqu'un que je me connais assez bien. Et donc, je l'ai fait seule parce que je me connaissais bien et je savais un peu où j'allais quand même. C'était juste que j'avais besoin de me recentrer. Je pense que si on a des blocages, si on a des croyances assez fortes sur son soi et puis sur ce qu'on a envie de faire, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner parce que il y a certains points où seul on va pas être forcément on va objectif donc et donc d'avoir une personne qui va poser des questions, qui va pouvoir remettre en doute certains points, se faire challenger. Je pense que c'est vraiment aussi important. Donc je dirais voilà, si vous démarrez, si c'est assez nouveau pour vous, je dirais voilà, faites-vous en tout cas accompagner. Si voilà, c'est déjà des exercices que vous avez pu déjà faire dans le passé, vous connaissez assez bien parce que vous avez déjà fait des accompagnements avec des coachs ou des thérapeutes. C'est un exercice qui est assez simple à faire seul et qui est assez puissant. Super. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager justement pour creuser le sujet? Alors, soit des livres, des épisodes de podcast, des documentaires, ce genre de choses-là qui ont pu t'inspirer et t'aider dans ce travail? Alors, il y a Cécile Bannon qui est sur LinkedIn, qui est assez forte sur ces questions-là. En tout cas, en France, elle en parle assez souvent. Moi, j'ai suivi une formation aussi sur l'ikigai avec notamment une entreprise qui s'appelle Zen-Pro. Donc, c'était assez chouette. Et sinon, en termes de livres, moi, j'aime beaucoup le livre, en tout cas que je t'ai partagé, qui est La vache pourpre de Seth Godin. Je trouve qu'il est assez chouette ce livre-là. Quand je l'ai lu, j'ai eu pas mal de waouh, ok, génial. Et donc ça permet un petit peu aussi de se remettre en tout cas en question sur les produits aussi qu'on veut créer et vraiment voilà, c'est vraiment se dire comment je vais faire en tout cas pour devenir une vache pourpre. Il y a différentes façons et il donne vraiment des clés, des conseils pour arriver en tout cas à faire mieux et à dépasser en tout cas ses concurrents. C'est génial. J'ai pas encore lu ce bouquin, mais je vous annonce tout de suite que je vais l'ajouter à mon panier. De ce que j'ai compris, il y a tout le côté intentionnel, tout le côté inspirationnel, mais il y a aussi le passage à l'action. C'est concrètement maintenant qu'on a posé notre intention, l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde, c'est comment on le manifeste. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, comme on le disait durant l'épisode, il y a plein de façons de manifester sa mission de vie, son ikigai. Exactement. Et donc, c'est pour ça, tu vois, que j'ai aussi créé World Makers. World Makers, c'est vraiment
c'est une formation qui est une formation immersive, donc qui est complètement différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a des exercices, des quiz, il y a des vidéos, et donc il y a en effet, je parle vraiment de mon introspection personnelle, d'en trouver son ikigai. Donc je donne aussi pas mal de conseils, et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer une stratégie d'entreprise plus authentique, qui derrière, en tout cas, vont permettre, tu vois, de se dire, ben voilà, ne créez pas un produit banal, ne créez pas un service banal. Faites tout en fait pour devenir remarquable et trouver en tout cas des ça peut être par email, ça peut être plein de choses sur lesquelles voilà, il faut être créatif pour qui peuvent ne pas se faire dans son secteur d'activité et d'aller voilà faire ce qu'on appelle cet extra mile pour amener les autres. Super. Et j'ai une question qui m'est venue là en t'écoutant, c'est que j'ai l'impression que l'ikigai, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose, on va dire, d'assez intime. Est-ce que tu penses que c'est un exercice qui se prête à une entreprise où il y a plusieurs personnes? Est-ce qu'on peut faire un ikigai d'entreprise finalement? Je pense qu'au niveau de l'ikigai, donc si on est plusieurs fondateurs, fondatrices, je pense que ça peut se faire en solo et en groupe. Je pense que oui, je pense qu'il faudrait l'adapter un peu, donc ça serait plutôt trouver son ikigai un peu professionnel et l'adapter, il faudrait l'adapter un petit peu, mais je pense qu'en tout cas, comme souvent, en 99% des cas, la vision, la mission et les valeurs d'une entreprise, ça en découle des fondateurs ou des fondatrices, pardon. En effet, eux-mêmes doivent identifier, tu vois, leur ikigai, leurs croyances fortes et pouvoir derrière en découler voilà une vision des valeurs, des comportements pour pouvoir en tout cas derrière créer une histoire, embarquer des gens et voilà et motiver et créer ce sentiment d'appartenance en interne. Donc ça peut en effet s'appliquer directement, je pense, à l'équipe dirigeante. Génial. Moi, je pense que ça peut être un outil hyper intéressant justement quand on est en phase de créer ou de refondre sa philosophie d'entreprise. Puisque l'ikigai, pour moi, c'est un petit peu ça. Et une fois qu'on a créé son ikigai, on peut se servir de cet outil pour le transmettre à nos équipes, si on a des équipes. Et c'est ces équipes qui vont finalement dire, voilà, on a compris ça de l'ikigai, on va le manifester de telle et de telle façon. Je pense que ça peut être assez intéressant. Si jamais vous qui nous écoutez, vous avez des équipes et vous voulez faire l'exercice, venez nous dire sur LinkedIn comment ça s'est passé pour vous, parce que ça m'intéresse de le savoir. Ouais, je pense que peut-être Simon Sinek et le Golden Circle vont peut-être plus s'adapter à un contexte pro, je trouve. Mais je pense que l'ikigai, c'est vraiment bien quand on a envie de faire une introspection personnelle. Et donc, en effet, les fondateurs et les fondatrices peuvent travailler et aller chercher, en tout cas, ce qu'elles ont envie, en tout cas, de délivrer au monde. Tout à fait. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Maud, pour tout ce que tu nous as partagé. La dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a justement des entreprises, des organisations ou peut-être même des solopreneurs qui t'inspirent par la force de leur raison d'être, de leur ikigai? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, je trouve, aujourd'hui, de créateurs ou créatrices de contenu qui travaillent sur leur storytelling, sur leur histoire. Il y a quand même Nina Raman qui est assez forte là-dedans. Tu as, je t'ai dit, Léna Situation, moi je trouve assez inspirante au niveau de son pourquoi et qui aussi délivre des messages en tout cas très forts au quotidien. Il y a Oprah Winfrey aussi que j'aime beaucoup au niveau de son histoire et quel impact elle a envie en fait d'avoir sur le monde et c'est assez fort, mais en France, je trouve que c'est des sujets qui sont pas encore beaucoup abordés. Donc ouais, c'est un petit peu les exemples que je te donnerai. Super, j'adore. Bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous voulez être précurseur sur cette méthode, bah, n'hésitez pas à la tester de votre côté. Moi, en tout cas, je sais que je vais faire l'exercice. Je te remercie encore, Maud, pour tout ce que tu as partagé. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te poser des questions, de suivre ton actualité, suivre tes projets, etc. Écoute, sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen de me contacter.
Super. Du coup, tous les liens qu'on a cités dans l'épisode seront disponibles dans la description. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci encore Maud et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. Bye. À très vite. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.